Au lycée Blaise Pascal, l'orientation s'expérimente sur le terrain. Depuis 10 ans, les élèves rencontrent des professionnels venus partager leur parcours dans le cadre d'un forum devenu un moment clé de l'année. Durant 3 jours, 94 professionnels ont franchi les portes du lycée pour venir parler métier, passion ou formation. Objectif, aider les élèves à mieux s'orienter et leur donner les clés pour la vie active. Au début, j'étais un peu parti dans ce que je voulais faire, genre avocat ou greffier. Mais là, comme il y a eu des intervenants hier d'avocat général et aujourd'hui de greffier, ils ont pu éclaircir le chemin comme des formations que je devais faire, des concours, le nombre d'années que je dois prendre pour pouvoir exercer ces métiers plus tard. 600 élèves participants, 10 ans d'expérience, un succès lié aux étudiants de BTS qui ont organisé de A à Z. De l'accueil à la logistique en passant par le service des collations, ils sont sur tous les fronts. L'organisation est vraiment basée sur notre classe à nous, donc ça vraiment l'ensemble, ça a vraiment été un gros défi pour moi. J'ai jamais eu l'occasion de réaliser un grand projet comme ça. Il y en aura d'autres au fur et à mesure de nos années en BTS, mais franchement, l'ensemble de la JFM déjà, ça a vraiment été un gros défi. Un événement qui permet aussi aux élèves organisateurs de se confronter à des responsabilités concrètes qu'ils retrouveront dans la vie active. Ces projets sont importants parce que ça va nous apporter beaucoup de compétences et d'expérience pour plus tard dans le monde du travail. Et ça va nous aider aussi pour réussir les différentes missions que nos futurs employeurs nous donneront. Une implication qui développe de nouvelles compétences tout en servant un objectif commun, aider les lycéens à faire les bons choix. Je leur ai dit, je suis une ancienne de Blaise. On n'avait pas eu de forum comme ça pour nous permettre de voir. Moi, j'ai découvert comme ça, au hasard, le métier de greffier. Mais si on avait eu des événements comme ça pour nous expliquer les différents métiers, les différentes opportunités qu'on aurait pu avoir, je pense que ça aurait été autrement. Avec 30 étudiants mobilisés et 6 enseignants encadrants, le forum du lycée Blaise Pascal atteint chaque année un nouveau niveau d'organisation. Professionnalisme, engagement, esprit d'équipe, autant de valeurs que l'événement espère transmettre au-delà des cours. Les compétences qui sont développées sont celles de gestion de projet, en communication, orale, mais aussi l'ensemble des supports numériques qu'ils ont créés. Également en procédure administrative, puisqu'on a beaucoup de procédures, mais aussi en atelier de professionnalisation, dans des mises en situation concrètes pour préparer les futures situations de stage. Ce rendez-vous est désormais incontournable au lycée Blaise Pascal. L'orientation devient une aventure pédagogique collective entre ambition, expérience et autonomie. Ce matin, s'est tenue une conférence sur l'histoire des descendants japonais au cinéma origine de Dambéa. Plus de 150 élèves des lycées de Dic, Ukewe, Jules Garnier, Blaise Pascal et du Mont d'Or y ont participé. Un événement initié par le bureau consulaire du Japon à Nouméa. L'occasion pour les élèves de découvrir cette partie de l'histoire encore peu connue. Quels sont ceux qui sont des descendants de Japonais? Levez la main là quand même. Voilà, il y en a combien là dans la salle? Moi, mon ancêtre, c'est Faria. S'il vous plaît. Il était taximan dans la région de Wailou. Pour cet ancêtre-là, qu'est-ce que tu es, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils? Arrière-petit-fils. Et est-ce que tu sais de quelle région du Japon il est originaire? Non. À l'amicale japonaise, il nous faut absolument avoir au moins le nom de l'ancêtre, son prénom et son lieu de naissance. Avec ces 3 indices, on a près de 1300 Japonais émigrés enregistrés dans nos archives. Et on est capable de situer s'ils étaient à Pagoumen, s'ils étaient dans une mine de Koné, ou s'ils étaient à Tio. On a pour ça des spécialistes de l'immigration japonaise en Nouvelle-Calédonie qui nous aident. On a un réseau qui va même jusqu'au Texas. Un projet soutenu par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai trouvé ce matin qu'il y avait un public important, un public très attentif. Or nous avons effectivement une communauté japonaise relativement importante en Nouvelle-Calédonie et il importe de préserver cet héritage culturel. La thématique rentre dans un des axes que nous avons au programme, identité et échange notamment. Permettre à la jeunesse calédonienne de leur dire que leurs racines sont importantes, de savoir d'où l'on vient pour se construire.
Ce qui m'a le plus marqué en fait pendant ce voyage, c'est la famille d'accueil parce qu'elle était vraiment très chaleureuse. Aurore, quant à elle, a pu se rendre il y a quelques années à Okinawa pour retrouver un de ses arrière-grands-pères. Mon arrière-grand-père, il est d'origine d'Okinawa en fait. Donc mon arrière-grand-père, il s'appelle Kana Nakamura. Et donc, il est venu ici s'installer en Macédonie un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, en fait, c'était, on va dire, retourner aux sources. Donc c'était en apprendre plus sur mes origines japonaises notamment. Cette conférence ouvre le festival du cinéma japonais qui se déroulera à partir de samedi et toute la semaine prochaine, un événement organisé avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le Bureau consulaire du Japon. Une programmation variée sera proposée avec des fictions, des films d'animation ou encore des documentaires. Il y a plus d'un mois, 2 faits divers ont ébranlé les familles d'accueil. Le premier en Polynésie, où une enfant de 7 ans, victime de maltraitance, est morte sous les coups de sa famille d'accueil, et le deuxième au pays. Le 22 mai, la cour d'assises de Nouméa a condamné un homme à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir violé un jeune garçon placé chez lui de ses 7 à 12 ans. Des faits divers qui soulèvent des questions sur les politiques publiques de protection de l'enfance au pays. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille d'accueil. Celle que nous appellerons Judith a obtenu l'agrément de famille d'accueil en 2014. Après 2 mois d'enquête sur elle, sa famille et son entourage, elle accueille depuis plus de 10 ans 3 enfants. C'est quand même un travail pas facile, parce que déjà, ils ont été enlevés des parents, et quand ils viennent en famille d'accueil, on est des étrangers, pour ainsi dire, au début. Et puis, en général, c'est compliqué. Mais c'est quand même un beau métier. Notre objectif en tant que famille d'accueil, et ce qui me motive, c'est de les rendre heureux. Avec l'expérience que j'ai en tant que maman. Il y a 3 ans, Judith a ressenti des doutes et a voulu abandonner. Non pas pour les enfants, mais pour les conditions de travail. Pas de retraite, pas de week-end durant des années. Aujourd'hui, aucun statut professionnel n'encadre les familles d'accueil, ce qui explique pourquoi il y a une crise de recrutement. Ça fait quand même 40 ans que les familles d'accueil existent et que nous sommes dans cette situation-là. J'estime qu'avec le travail qu'on fait, on mérite quand même d'avoir une reconnaissance. On fait le plus gros travail. On a une chaîne et nous, on est au bas de cette chaîne-là. On a des petites aides des aides de la dépasse. On a l'éducatrice, on a les formations, on me suit de près. Mais pour moi, c'est insuffisant. Il faut une reconnaissance. Il y a 2 ans, des familles d'accueil avaient manifesté devant la province sud et le gouvernement pour demander la création de ce statut. Si les textes sont au Congrès, le dossier n'a toujours pas avancé aujourd'hui. Je suis en colère parce que ces familles-là ont pris le temps, il y a 2 ans, de descendre dans la rue. On les a reçus. On leur a fait une promesse. Et je pose la question au gouvernement en séance en leur demandant où sont les statuts. On me dit ils sont prêts et que je les vois toujours pas arriver. C'est frustrant. Surtout pour la sécurité et des enfants et des familles d'accueil. Au niveau des familles, c'est par rapport à leur retraite, par rapport aux revenus. Puis ça a une conséquence aussi par rapport au contrôle. Donc c'est un peu légaliser ce métier. Donc aujourd'hui, par respect pour ces familles d'accueil, par respect pour ces enfants qui sont placés, on se doit qu'avant la fin de cette mandature, avant la fin de cette année, ces statuts doivent, une fois pour toutes, être votés. Le manque de statut d'encadrement des familles d'accueil n'est pas le seul problème. Hors caméra, nous avons interrogé des professionnels du secteur de la protection de l'enfance. Ils pointent du doigt le manque de moyens, dégradant leurs services et rendant leur mission plus compliquée, comme le suivi et le contrôle des familles d'accueil. C'est ce qu'observe également John Passa, directeur de l'Association pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Il faut en tout cas mettre à côté de ça des services pour contrôler, pour venir vérifier, mais aussi des éducateurs qui suivent les enfants. Ça se fait. Mais maintenant, les choses se font par téléphone. Ça aussi, c'est préjudiciable. On est dans une espèce de bricolage social. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le PAED, placement éducatif à domicile. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dispositif pour éloigner l'enfant de chez lui. On va le maintenir chez lui, tout en sachant que son milieu est difficile et son milieu est violent. Les institutions demandent beaucoup, donnent moins, mais sans une réelle vision des choses.
Contacté, le gouvernement n'a pas donné suite à nos sollicitations. Le 8 avril, une enquête de l'Assemblée nationale mettait en lumière la défaillance et le manque d'implication des politiques publiques dans le secteur de la protection de l'enfance, et en particulier dans les Outre-mer et au pays. 3 nouvelles médailles pour nos cagous hier soir au mini-jeu de Palau. Et c'est la natation qui nous régale encore avec nos futurs cracks. Très belle performance de Clara Delunel sur le 400 mètres 4 nage qui remporte l'argent. Médaille de bronze pour Camille Jarcé au 800 mètres nage libre. Et également médaille de bronze pour Manon Baldovini sur le 50 mètres brasse. Les volleyeurs, eux, ont facilement remporté hier soir leur premier match du tournoi contre Nauru en 3-7, mais ont buté contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en début d'après-midi dans une ambiance de fou. Ils s'inclinent 3-7-1. Aujourd'hui toujours, les pongistes sont entrés dans la compétition avec le tournoi par équipe. Mathis Pindon, Raphaël Keane et Jérôme Morisseau sont en ce moment même en train de jouer la demi-finale contre le Vanuatu. Et également en ce moment en place au beach volley, les Cagous rencontrent le Vanuatu puis les Samoa américaines à 21h pour nous. Et bien sûr, la natation continue avec les finales du 100 mètres brasse, du 50 mètres papillon féminin, du 200 mètres dos féminin et du 4 x 200 mètres nage libre féminin, avec, dans chacune de ces disciplines, un ou plusieurs Cagous engagés.